l'enregistrement. Je vais lancer l'enregistrement. Et je vérifie juste que ça marche. C'est bon. Alors, le TD. Ce que vous devez faire pendant les 3 prochaines semaines, et on considère que c'est du rendu de TME, je laisse à Emmanuel vous annoncer si c'est évalué et comment c'est évalué, mais probablement qu'on va essayer de l'évaluer. Donc vous devez me le rendre par binôme pour dans 3 semaines. Alors je sais pas quelle date ça fait. Et l'idée, c'est d'écrire un tipeur, mais alors pour un tipeur plus simple que pour MiniML, pour un lambda calcul avec différentes features. Donc l'idée, c'est que vous êtes super guidé, parce que, vous avez le cours de Emmanuel à votre disposition, ici, qui explique comment écrire un tipeur, donc vous pouvez relire le cours, recomprendre le cours, etc. Et deux, je vais vous donner une correction de ce tipeur. Alors évidemment, parce que c'est un peu compliqué, comme si jamais on était en présentiel, je vous laisserai le faire en TD, et puis je vous aiderai pour dire, en vous répondant à vos questions et en vous faisant progresser. Mais comme je fais le TD à distance, et que c'est moi qui présente les choses, du coup il faut quand même que je vous montre comment on progresse. Hein, il faut que, je suis payé pour ça, pour vous faire le TD. Mais en même temps, je voudrais que vous travailliez vous-même aussi. Du coup, je ne peux pas vous donner la solution du tipeur. Et la solution du tipeur, pour moi, c'est un tipeur écrit en OCaml, comme dans le cours d'Emmanuel, ou en Haskell, pour ceux qui veulent le faire en Haskell. Du coup, je vous donne une solution du tipeur, que j'ai mis sur le SPIP, que vous pouvez télécharger pour suivre en même temps si vous voulez. Et cette solution du tipeur, elle est écrite en Go, un langage qui n'est pas du tout adapté. Alors j'ai choisi Go juste parce qu'il y en a qui l'ont vu tout petit peu en PC3R l'année dernière, mais surtout parce que c'est un langage que tout le monde peut comprendre sans l'avoir vu. C'est assez clair la syntaxe du langage. Et parce que c'est un langage qui est inadapté pour faire un tipeur. Donc vous allez voir, ça va être difficile pour moi et ce sera plus facile pour vous en Haskell. Et parce que dans le pire des cas, pédagogiquement, ce que vous auriez fait, c'est une traduction de mon code Go en code qui, je pense, n'est pas parfait, en OCaml ou en Haskell. Et ça, c'est déjà un objectif pédagogique en soi. Donc je vais vous montrer un peu les choses en Go, sachant que pour vous, ce sera plus facile parce que vous allez le faire en Haskell ou OCaml. Si vous êtes complètement allergique au langage fonctionnel, bon déjà, c'est spécial d'avoir pris Haskell. Bon, enfin, peu importe, on va supposer que personne n'est allergique à Haskell ou OCaml. Sinon, vous pouvez essayer de le faire en Python ou en Java, des langages objets, d'utiliser l'héritage objet et tout ce que vous savez comme design pattern sur les visiteurs, les choses comme ça pour implémenter le parcours dans les arbres syntaxiques. Mais si vous essayez des langages bas niveau comme C ou Rust, alors Rust il y a un peu de pattern matching, donc peut-être c'est un peu mieux, vous allez voir que c'est assez fastidieux. Il ne faut pas le faire en prologue, je le dis pour ceux qui ont fait APS, parce que ce que vous avez déjà écrit, si vous avez fait APS, vous avez déjà écrit un tipeur en prologue, et ce qu'on va faire ici, que vous n'avez pas fait l'année dernière, c'est que on va faire l'unification. En fait, Prolog, il a un algo de résolution qui s'occupe lui-même, tout seul, de, de l'unification. Alors que nous, on veut écrire nous-mêmes un algo d'unification. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire en Prolog. Puis il ne faut pas le faire en Go, parce que c'est le langage de la correction que je vais vous montrer. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le langage, le rendu, tout ça, n'hésitez pas à écrire à Emmanuel ou moi. Et l'idée, c'est de faire une évaluation bienveillante du travail aussi que vous produisez à distance dans les conditions un peu particulières de cette année. Donc l'idée, on le fait en 3 parties. Enfin 4, mais en fait la quatrième, je ne l'ai pas commencé et puis je pense pas qu'on la verra aujourd'hui. On va commencer par écrire un tipeur et puis un évaluateur, tant qu'on y est, pour un lambda calcul simplement typé. Ensuite, on va enrichir notre lambda calcul avec un point fixe, des listes, des entiers et un let. Et du coup, ça va devenir quelque chose de polymorphe. D'accord. Donc ça ressemble un peu à PCF. PCF, si vous voulez, c'est un lambda calcul simplement typé avec un opérateur de point fixe et quelques types de bases. D'accord. Donc là, c'est un PCF avec un let in dedans. Et enfin, on va enrichir notre PCF machin de traits impératifs pour retomber sur le problème de tout à l'heure, que je peux écrire de plusieurs manières différentes, d'accord. Mais là, si vous voyez, ça marche aussi ici. Si je prends
L qui est une référence vers la liste vide. Ensuite, dans L, j'essaie de mettre l'identité. Et après, j'essaie d'ajouter 2 à la tête de L. Ce truc-là va typer si j'écris mon typeur naïvement. Donc on va devoir faire ce qu'Emmanuel a montré en cours avec expansif, non expansif et le polymorphisme faible pour pouvoir nous en sortir. Et enfin, j'avais mis une question polymorphisme de rangée, mais ça c'est pour la semaine prochaine, c'est ce que vous allez voir en cours la semaine prochaine, si vous voulez perfectionner votre typeur. Mais déjà, si en 3 semaines, vous arrivez à me faire les parties 2, 3, 4, je serai satisfait. Alors, on nous dit, on prend un lambda calcul simplement typé, et on veut un typeur qui reconnaît le lambda calcul simplement typé. Vous vous souvenez ce que c'est le lambda calcul simplement typé? C'est que vous avez une syntaxe qui dit qu'un terme de votre langage, ça va être soit une variable, soit une abstraction, donc une fonction qui prend un x et qui devient m, soit l'application d'un terme à un autre. D'accord? Ça, normalement, vous commencez à être au courant, ça fait 3 semaines qu'on en parle, c'est la définition du lambda calcul. Et du coup, quand vous allez définir votre langage dans votre TD, vous allez devoir vous poser la question de comment vont être traduites ces choses-là dans mon langage. Et là, pour ceux qui font PPC, vous vous souvenez que hier, on a dit que lorsqu'on avait une règle de grammaire comme ça pour la définition d'un langage, ce qui était caché implicitement, c'était l'application du théorème de Nestor-Tarski pour prendre le plus petit point fixe d'une fonctionnelle qui nous décrit l'ensemble des termes à partir de cette règle. D'accord? Et donc là, il faut qu'on traduise dans notre langage à nous comment on peut faire pour représenter l'ensemble des termes de cette chose-là. Et comme on a cette histoire de point fixe, vous voyez qu'il y a une notion de récursivité, en tout cas d'inductivité. Et l'idée, c'est qu'un lambda terme m, c'est soit une variable, soit une abstraction, mais cette abstraction, elle contient un lambda terme. Soit une application, mais cette application contient 2 lambda termes. Donc vous commencez à avoir l'habitude en programmation de faire ça, que ce soit en Java ou dans d'autres langages. Il va nous falloir quelque chose comme un type somme pour représenter les termes du langage. Donc si vous êtes en Camel ou en Haskell, c'est des choses que vous savez faire naturellement depuis vos premiers pas dans le langage. Écrire que le type des lambda termes, ça va être soit un constructeur variable, soit un constructeur abstraction avec une variable et un lambda terme, soit un constructeur application avec 2 lambda termes, celui qui est en position de fonction, celui qui est en position d'argument. Donc cette partie-là, si vous utilisez Haskell ou OCaml, elle va être triviale puisque vous allez écrire je connais plus la syntaxe de ces deux langages, mais vous allez écrire une équation de type qui dit que le type lambda term va être égal à, comme on dit en OCaml, var of string, abs of string croix lterm et app of lterm croix lterm. D'accord? Et pareil en Haskell, comme l'année dernière, pour ceux qui étaient là l'année dernière. Alors, moi, je suis en Go, dans le truc que je vous ai donné, et en Go, je suis dans un langage de bas niveau. Ça veut dire, entre autres, que j'ai pas accès aux choses merveilleuses comme les types sum et le pattern matching, et donc que je dois me taper l'utilisation de struct pour représenter les choses. Donc là, j'ai une structure récursive qui s'appelle lterm et qui définit les lambda termes. Alors, je suis pas expert en programmation et a fortiori en programmation bas niveau, donc je sais pas s'il y avait plus intelligent de faire ce que j'ai fait. J'ai dit, je l'ai pas fait proprement, vous allez voir en plus. J'ai dit que une struct lterm, c'est 5 champs. Le premier champ, c'est le champ et qui va décrire la nature du lambda terme par une chaîne de caractères. Et ensuite, dans toutes mes fonctions, je vais faire des discussions sur le champ et. Est-ce que et c'est un v, c'est-à-dire que mon terme est une variable? Est-ce que et c'est un l, c'est-à-dire que mon terme est une abstraction? Est-ce que c'est un a, c'est-à-dire que mon terme est une application? Donc moi, j'ai une struct avec un champ et qui me dit la nature de mon terme, et vous avez dans votre langage un type sum qui vous permet directement, grâce au pattern matching, de déconstruire votre terme et de savoir où vous êtes. Soit avec des équations de définition de fonction en Haskell, soit avec le pattern matching match en OCaml.
Et puis si vous êtes en Java, et ben, vous utilisez le fait que vous avez une hiérarchie entre vos classes et vous regardez si vous êtes une instance d'une application, d'une variable ou d'une abstraction. Voilà, donc j'ai un champ et j'ai un champ variable qui contient une chaîne de caractères pour représenter la variable du terme quand il y en a une. Il y en a une quand le terme est une variable, il faut que j'ai une variable, et il y en a une quand le terme est une abstraction, c'est la variable qui est liée par l'abstraction. D'accord? Donc là, on arrive déjà sur un premier choix, un choix de design, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi de faire les choses de manière ultra basique, et j'ai choisi de représenter une abstraction, par exemple, comme un couple, enfin, une struct qui dit, qui dit qu'elle est une abstraction. Ok, bon ça. Donc une abstraction, ça va être je suis une abstraction, je suis un lambda. Ça va être j'ai une variable qui est la variable de mon abstraction, par exemple x, et j'ai un corps qui pointe vers un autre lambda terme. Et ça représente la fonction lambda x point et le contenu, ce que représente ce vers quoi je pointe. Donc, ça veut dire que j'ai un lambda calcul syntaxique. Je vous avais expliqué la semaine dernière à quel point c'est pas agréable pour les gens qui font du lambda calcul d'avoir quelque chose de syntaxique. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de s'en sortir de manière différente, avec des substitutions explicites, des indices de Debrun ou des réseaux de preuves, pour représenter les lambda termes, parce que le fait d'avoir ici que x soit une variable, vous avez vu les problèmes que ça pose avec les alligators et le fait qu'il faut changer leur couleur at runtime. Donc bon, j'ai choisi ça parce que j'ai pris la chose basique. Si vous êtes, si vous vous sentez à l'aise, vous regardez dans les transparents des manuels ou dans d'autres sources des pointeurs vers du lambda calcul en indice de Debrun par exemple, et vous avez quelque chose de probablement plus efficace et de plus élégant pour représenter le lambda calcul. On avait parlé un petit peu des indices de Debrun la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. Et donc l'idée, c'est de se passer des variables et dans les abstractions, et que quand on a un terme variable, c'est juste un entier qui dit combien de lambda il faut remonter dans l'arbre pour trouver celui qui lit cette variable. Donc c'est plus difficile de voir à l'œil nu, mais c'est plus facile de manipuler en machine des choses qui sont non syntaxiques. Comme on est non syntaxique, on va devoir se taper des conventions de Baron-Brecht et des choses comme ça. Vous vous souvenez, quand j'ai lambda x, x appliqué à x, appliqué à lambda x, x par exemple, bah, j'ai envie de dire que ces deux x là sont pas les mêmes, donc je vais renommer celui-là en y, y, puis ensuite je vais faire une étape de bêta réduction, et ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer lambda y, y appliqué à lambda y.y, et là il faut encore que je renomme, parce que j'ai deux fois y, donc celui-là je mets un z, etc. Du coup, on va avoir du renommage at runtime, et après chaque réduction, il faudra s'embêter à renommer les termes. Bon, moi j'ai pris quelque chose de syntaxique, c'est parce que c'est la chose la plus basique. Faites quelque chose de syntaxique si vous n'avez pas d'idée. Si vous avez envie de faire quelque chose d'élégant, vous pouvez essayer de regarder les indices de Debrun ou comment travailler avec ces choses-là. Alors ensuite, bon déjà, un premier point, c'est que vous voyez que ce que j'écris, c'est pas du tout safe, parce que si jamais mon terme est une application, le champ variable ne sera pas instancié. Donc, à moins de mettre des choses par défaut. Et ensuite, je pourrais nettoyer mon code en essayant de faire en sorte qu'il y ait un champ par défaut ou de vérifier qu'on n'accède jamais au champ vary lorsque le terme est une application. Mais sinon, j'ai du code qui est pas safe en écrivant ça. Ensuite, j'ai des pointeurs vers un lambda terme. Hein. Comme je suis dans un langage bas niveau, il me faut quelque chose de récursif. Vous, quand vous serez dans un langage haut niveau, bah, ça vous est donné par le constructeur. Mais l'idée, c'est que quand j'ai un terme qui est un lambda, donc dont le et est un L, j'ai un champ vary, et dans vary, j'ai la chaîne de caractères x, et j'ai un champ core, et ce champ, il pointe vers un autre lambda terme, qui lui-même peut être par exemple une application. Une application, elle a un champ position de fonction et position d'argument, qui sont des pointeurs
vers d'autres endroits. Donc là, par exemple, c'est une variable. Là, c'est une variable. Et dans le champ varie, j'ai x. Et dans le champ varie, ici, j'ai y. Et du coup, ça représente le terme lambda x point x appliqué à y. D'accord? Donc ce terme-là, il est représenté par un lambda terme dont le champ est, c'est une abstraction. La variable qui est liée, c'est x. Et le corps, c'est un pointeur vers un autre terme qui est une application entre deux termes. Celui qui est en position de fonction, c'est une variable euh, dont, le, dont le nom est x. Celui qui est en argument, c'est une variable dont le nom est y. D'accord? Donc si enfin, je veux pas vous insulter parce que probablement la plupart d'entre vous, c'est des choses que vous connaissez, que vous avez fait des centaines de fois. C'est juste, c'est difficile pour moi à distance de savoir si je vais vraiment trop lentement ou pas. Donc je décris un petit peu le code que je fais ici. Donc voilà. Donc du coup, j'ai trois champs ici dans ma struct, et vous avez compris que dans mon code qui est complètement unsafe, ces champs ne seront pas tout le temps instanciés, et qu'il y en a qui seront des pointeurs vides, parce que quand je suis dans une variable, aucun de ces trois termes-là ne pointera vers quelque chose. Quand je suis dans une fonction, juste celui-là pointera vers quelque chose et pas les deux là. Et quand je suis dans une application, les deux là et pas celui-là. Alors peut-être j'aurais pu mettre un pointeur de moins et utiliser le terme fpose pour le corps d'une fonction aussi quand je suis moi-même une fonction. Après, c'est des choses auxquelles vous êtes plus habitué que moi pour discuter de ce genre de choix d'implémentation. Alors quand on écrit des termes, que ce soit sous forme de struct, ou même si vous êtes dans Haskell ou OCaml sous forme d'arborescence de constructeurs de type, on essaye d'avoir un pretty printer pour pouvoir les afficher correctement, pour avoir quelque chose de lisible quand on les affiche, plutôt que d'avoir un gros empilement de constructeurs. Déjà que le lambda calcul, c'est pas très lisible en soi. Si en plus vous mettez des gros constructeurs de type partout, ça va pas marcher. Et puis alors si vous avez des structs, bah, vous êtes obligé d'inventer un truc pour faire un truc. Donc là, le pretty printer, il est vraiment basique. Hein. Si c'est une variable, on retourne le champ varie du terme, d'accord? Parce que c'est le nom de la variable. Si c'est une abstraction, bah, on fait lambda la variable de l'abstraction, donc le champ varie du terme, point, on s'appelle récursivement sur ce qui est contenu dans le pointeur corps, qui est lui-même un lambda terme, et je sais plus pourquoi j'ai mis ça là, mais très bien. Si c'est une application, alors je vais mettre des parenthèses autour pour bien qu'on voit dans les enchaînements qu'est-ce qui est appliqué à quoi. Et je m'appelle récursivement sur le terme en position de fonction, le terme en position d'argument. J'ai utilisé Go uniquement pour la syntaxe, d'accord? J'ai pas utilisé de Go routine pour calculer parallèlement deux choses et puis récupérer les résultats. C'est juste pour avoir une syntaxe bas niveau. Et en fait, c'est pas vrai, parce que j'aurais pu le faire en C si je voulais une syntaxe bas niveau. C'est parce que j'avais envie d'avoir une syntaxe bas niveau et un typeur statique directement dans mon VS Code. Parce que comme Go est statiquement typé, ça me dit tout de suite quand je fais des bêtises. Alors après, je pourrais aussi obtenir ça avec C, mais peu importe. Ensuite, pour construire très vite des termes, on va se prendre des constructeurs qui permettent de construire rapidement des termes quand on veut faire des exemples, par exemple, ou dans certaines fonctions, quand on a besoin de construire un terme. Si vous avez une syntaxe à la OCaml ou la Haskell, probablement que vous n'avez pas besoin de ces constructeurs, puisque ces constructeurs, ce sont les constructeurs ce sont les constructeurs que vous avez définis au moment où vous définissez votre type. Donc là, cvar, c'est la fonction qui prend une string et qui fabrique le terme qui correspond à un terme variable de cette string. Clamb, c'est la fonction qui prend une string, un terme, et qui fabrique le terme qui est une abstraction, dont la variable c'est v, et dont le corps pointe vers le lambda terme que vous lui avez donné. Capp, c'est celui qui construit l'application et qui pointe vers les deux termes que vous lui avez donnés. Voilà. Et alors, maintenant, comme j'ai choisi un lambda calcul syntaxique, je dois me taper des renommages de mon code. Alors ça, on peut pas y couper. D'accord. Et est-ce que je pourrais vous le montrer à l'œuvre ici?
Qu'est-ce que j'ai dans... Ouais, je vais faire test eval, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc vous voyez, là, ça c'est SKK. Donc vous souvenez de SKK, hein, on l'a vu les deux termes précédents, c'est lambda x, y, z, x appliqué à z, y appliqué à z, appliqué à k, et k c'est lambda x, y, x, appliqué à k, c'est lambda x, y, x, et je veux quelque chose qui alpha convertit mon terme pour pas que x soit utilisé deux fois. Donc quelque chose qui prend ce terme-là et qui le transforme en lambda x1, x2, x3, x1 appliqué à x3, x2 appliqué à x3, lambda x4, x5, x4 et lambda x6, x7, x6. Vous êtes d'accord, enfin j'espère en tout cas que vous êtes d'accord, que ces deux termes-là, c'est les mêmes termes du lambda calcul, sauf que dans celui-là, on respecte une convention de Baron-Drake qui nous interdit d'avoir deux variables liées qui ont le même nom. Alors que là, on avait x qui était lié à deux endroits complètement différents. Donc je veux faire cette fonction qui prend un terme et qui l'alpha convertit. Et alors, où j'en étais ici. Donc pour ça, il faut que je puisse générer à la volée des noms de variables frais. D'accord. Donc là, j'ai un compteur global qui est dans mon code. Et j'ai une fonction freshvar qui incrémente le compteur et qui renvoie la chaîne de caractères x plus le compteur, donc qui génère à la volée les termes x1, x2, x3, et à chaque fois il donne une nouvelle variable quand on en a besoin. Jusqu'ici, j'espère que ça va. Et si jamais vous avez des doutes sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le sujet du TD, ou la manière dont je présente mes réponses, ou ce qu'il faut faire, ou les choses comme ça, essayez de les confier sur le chat le plus tôt possible, hein, que je parte pas dans des directions si jamais personne suit. Donc, ma fonction Baron-Drake, elle alpha convertit des termes avec des noms de variables frais. Alors, là, on peut regarder ce qui se passe dans ma fonction, peut-être faire un dessin pour comprendre, parce que elle est typique de ce qu'on va faire dans l'intégralité de ces deux TD, d'accord, c'est-à-dire des parcours de nos termes. Donc si jamais mon terme est une variable, alors déjà qu'est-ce qu'elle prend ma fonction? Je fais comme en L1, il faut dire qu'est-ce qu'elle prend en entrée, qu'est-ce qu'elle renvoie en sortie. Ma fonction elle prend un lambda terme L, alors j'avais promis en L1 que j'utiliserais plus jamais L minuscule dans mes codes, et puis là j'ai brisé ma promesse. Donc c'est un L, d'accord. C'est depuis que j'ai eu un étudiant la semaine dernière qui m'a fait, qui faisait un exercice graphique avec des rectangles de longueur 1, et je lui dis mais c'est très compliqué de paver le graphisme avec des rectangles de longueur 1, en fait, c'était des rectangles de longueur L et il l'avait compris comme un 1. Donc maintenant, je vais essayer de ne plus utiliser des petits L dans ma pédagogie. Donc, L, c'est un lambda terme, et ramp, c'est ma fonction d'alpha conversion. Ma fonction d'alpha conversion, c'est un map qui prend des strings vers des strings. D'accord. Donc voilà, j'utilise Go justement parce qu'il y a des syntaxes vraiment simples. Ça, c'est la syntaxe du map. Du type de map pour dire les clés c'est des strings et les valeurs associées c'est des strings. Et je renvoie un lambda terme à la fin. Donc je prends un lambda terme, je prends une fonction d'alpha conversion des variables libres du terme et je renvoie le terme correspondant. Si V est une variable, qu'est-ce que je fais? Je teste si je dois remplacer cette variable. Parce que si jamais c'est une variable, ça peut être le cas que ce soit une variable que je ne doive pas remplacer. D'accord? Exemple, si jamais je veux alpha convertir ce terme-là, ça va me donner lambda x1.x1y. J'ai renommé toutes les variables liées avec des nouvelles variables. Et je renomme pas ce y parce que ce y n'est pas lié. Donc il peut arriver quand on arrive sur une variable qu'on ne doive pas le renommer. Donc c'est le cas ici. Donc ça c'est la syntaxe pour récupérer un élément dans un map en Go. C'est une syntaxe très simple. Hein. Là-dedans c'est c'est l'élément s'il existe, si on arrive à le récupérer, et sinon c'est nil. Et ça c'est un OK ou c'est un true ou false qui nous dit est-ce que l'élément était dedans ou pas. Donc du coup je regarde si l'élément, donc j'essaye de récupérer l'élément dedans. Et si jamais l'élément y était pas,
note test, alors dedans, je mets l'ancien nom de la variable. Elle, c'est une variable, donc je prends son nom et je la mets dans le nouveau nom de la variable. Et ensuite, je construis le terme à partir du nouveau nom de la variable, et ça me renvoie le terme qui remplace l'ancien terme. Donc si le terme est une variable, j'essaye de la remplacer. Si j'arrive à la remplacer, elle a un nouveau nom. Si j'arrive pas à la remplacer, elle garde son ancien nom, et je reconstruis un terme variable. Donc très simple. Si jamais c'est une abstraction, alors si c'est une abstraction, c'est quelque chose où il faut que je fasse un remplacement. Donc ça veut dire que c'est un lambda x, donc il faut que j'invente un nouveau nom de variable pour x, et que je remplace x par ce nouveau nom partout dans le terme. Donc comment je le fais? Eh ben je crée un nouveau nom de variable, je rajoute dans mon map que l'ancien nom de la variable doit être associé au nouveau nom que je viens de créer, et je remplace récursivement ce qu'il faut dans le corps de la fonction. Donc je m'appelle sur le corps de la fonction avec mon map de remplacement, mais dans lequel j'ai rajouté une nouvelle association. Et à partir de ça, je crée une nouvelle abstraction, un nouveau lambda terme, où la variable liée, c'est la nouvelle variable que je viens de créer. Si c'est une application, alors je m'appelle récursivement des deux côtés. Donc là, je fais une copie de mon map pour chaque côté. Et j'aurais pu faire qu'une seule copie en fait. Et je m'appelle récursivement des deux côtés. Voilà. Donc principe classique de je discute sur la nature de mon terme, je fais des choses différentes en fonction de ce qu'il y a dans mon terme, et je m'appelle récursivement. Si vous êtes en Haskell, eh bien, ça correspondra à 3 équations, avec le constructeur var, le constructeur lambda et le constructeur app. Si vous êtes en OCaml, ça correspondra à un match avec est-ce que c'est un var, est-ce que c'est un lambda, et est-ce que c'est une application à chaque fois. Donc ce sera plus facile et plus concis dans un langage fonctionnel à pattern matching que dans un langage bas niveau. Donc puis ça, c'est quand je me lance dans un terme, je prends une map vide et je me lance dans le terme avec la map vide. Alors, maintenant, ce que on va faire ici, c'est de l'évaluation. Donc vous, normalement, ça, vous êtes capable de le faire, et je pense que c'est pas trop difficile. Si vous avez des problèmes et que vous trouvez que c'est vraiment trop difficile, alors il faut écrivez-moi, et puis on peut un peu discuter. Ça dépend surtout de votre passif de programmation et votre passif de langage fonctionnel, je pense. Donc, si une fois qu'on a fait ça, je pense que c'est bon. Voilà, et donc on ne demande pas d'écrire des lexeurs ou des parseurs. Déjà, moi, j'aime pas ça, je trouve que ça prend du temps. Et le but du jeu, c'est pas d'écrire un compilateur ou un interpréteur. Le but du jeu, c'est de montrer qu'on a un typeur qui marche. D'accord? Donc, évidemment, c'est plus facile et c'est plus beau de le montrer si vous avez réussi à écrire un lexeur ou un parseur de lambda calcul, etc. Mais c'est pas du tout le but de cette UE. On est dans une UE de typage et pas dans une UE de compile, et a fortiori pas dans une UE d'analyse syntaxique. Donc la sémantique, c'est facultatif. Pourquoi je dis que c'est facultatif? Parce que ce qu'on veut écrire, c'est un typeur. Et pour écrire un typeur, on n'a pas besoin d'avoir une manière de réduire les termes. On peut se contenter de typer des termes, de considérer les termes comme des entités inertes, et de regarder s'ils sont typables ou pas. Maintenant, c'est toujours plus... Alors, ça dépend des esprits, mais pour mon esprit en tout cas, c'est plus convaincant de travailler sur quelque chose qu'on peut réduire, qu'on peut manipuler, plutôt que de travailler sur des termes inertes. Donc, je vous propose, si vous le voulez, d'écrire une sémantique pour votre lambda calcul, et je vous montre comment on peut faire rapidement ici. Alors, vous vous souvenez que la base de la sémantique du lambda calcul, c'est la bêta réduction, qui nous dit que lorsqu'on a un lambda x.m qui est appliqué à n, alors on peut le réduire en le corps de la fonction, dans lequel l'argument remplace toutes les occurrences de la variable. Hein, vous vous souvenez de ça, c'est la bêta réduction, et c'est la base de la syntaxe. Du coup, il faut que je réfléchisse à comment j'implémente ça. C'est le premier mécanisme, c'est le mécanisme de substitution ou d'instanciation, qui consiste à remplacer une variable par un terme. Donc, soit vous avez pris quelque chose de malin pour votre TD, donc vous avez pris les indices de Debrun ou des représentations
plus compliqué du lambda calcul. Soit vous avez fait comme moi, vous avez pris un truc syntaxique, et à ce moment-là, à mon avis, il n'y a pas de secret, et la bonne manière de faire, c'est d'écrire quelque chose de récursif, de récursif, qui va parcourir le terme, quand il tombe sur la variable, il remplace ce qui va bien, et sinon, il descend récursivement. Alors, instancie, vous pourriez l'appeler substitut, parce que finalement, c'est ce que ça fait, c'est appliquer une substitution. Ça prend deux lambda termes, L et A, et une chaîne de caractères, qui représente la variable, et ça remplace toutes les occurrences de la variable x dans le terme L par le terme A. Donc ça écrit le terme L crochet A sur x, crochet. Le terme où A remplace x partout dans L. Comment je fais? Eh bien, je fais une discussion sur la nature du terme L. Et là, encore une fois, si vous avez pris un langage comme Haskell ou OCaml, ça va être très facile, puisque c'est soit des équations Haskell, soit un match en OCaml. Ici, je fais ma disjonction sur ma conditionnelle sur le champ et de mon lambda terme. Si c'est une variable, alors je regarde si son champ varie est différent de x. Si son champ varie est différent de x, ça veut dire que c'est pas la variable que je cherche, que je veux remplacer. Donc je renvoie le terme lui-même. Si jamais son champ variable c'est x, alors je renvoie le terme que je dois substituer, le terme a. D'accord? Si jamais je suis sur une abstraction, alors qu'est-ce que je fais? Alors je suppose que mon terme est bien, je respecte bien une convention de Baron-Brecht, et ça on le mettra dans la sémantique pour être sûr que ça arrive. Si jamais je suis une abstraction, ce que je dois faire, c'est que je dois reconstruire une abstraction avec la même variable, mais je dois instancier les occurrences de x avec a dans le corps de mon abstraction. Donc je m'appelle récursivement dans le corps de l'instruction. Et puis si je suis une application, bah pareil, je m'appelle récursivement des deux côtés, et je remplace x par a des deux côtés. Bon, voilà. Et du coup, maintenant, on va faire une évaluation, et on arrive à un point important, je ne sais plus si on avait le temps d'en discuter en TD les fois précédentes, c'est la notion de stratégie. Est-ce que vous vous souvenez que on avait un lambda calcul qui était non déterministe? On avait dit que le lambda calcul était confluent. On avait dit la semaine dernière que le lambda calcul admettait, comme il était confluent, chaque terme avait au plus une forme normale, c'est-à-dire si on arrivait à réduire un terme qui pouvait plus se réduire, et ben il n'y en avait qu'un seul qui était comme ça. Mais s'il est confluent, il est quand même non déterministe. C'est-à-dire que quand j'ai i appliqué à i, soit je prends ce lambda x qui est là avec comme argument cette chose-là, soit je prends ce lambda x qui est là avec comme argument cette chose-là. Et ça me fait deux réductions différentes. Alors on avait vu que dans ce cas particulier, ça aboutit à deux fois le même terme, qui est i appliqué à i. Mais on avait vu d'autres cas, quand on a k appliqué à i appliqué à oméga. On avait dit que ici, dans k, il y a un lambda x, et ici, il y a un argument pour ce lambda x. Et dans oméga, il y a aussi un lambda x, avec un argument dans ce lambda x. Vous vous souvenez, oméga, c'est lambda x, x appliqué à un lambda y, y. D'accord? Donc il y a ici un lambda x, et ici un argument à lui donner. Donc là, j'ai deux choses, et puis on avait dit que ça donnait des choses différentes. Si je réduis dans oméga, je boucle sur moi-même. Si je réduis avec k, j'arrive sur le terme qui doit être lambda y.i appliqué à oméga. Donc j'ai du non-déterminisme. D'accord? Or, vous le savez depuis que vous êtes né, le non-déterminisme n'est pas traité directement par les machines séquentielles avec lesquelles on travaille. Donc nous, quand on va écrire notre évaluateur, et qu'on est dans un choix non déterministe, il nous faut ce qu'on appelle une stratégie, c'est-à-dire on va faire toujours la même chose, choisir toujours de la même manière quel redex, quel endroit dans le terme on va prendre plutôt que les autres. Et la manière qu'on va prendre, donc ça s'appelle une stratégie, pour cet exemple, c'est le left to right call by value. Alors c'est la manière la plus simple de réduire les termes, celle auquel on pourrait penser. C'est on n'a pas le droit de réduire sous les lambdas. Donc si m se réduit en m',
lambda m ne se réduit pas en lambda m'. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, lambda m ne se réduit pas dans cette stratégie. Quand on a une fonction, eh ben, cette fonction est une valeur, on ne peut rien en faire, on ne peut pas la réduire. On peut l'appliquer à quelque chose, mais on ne peut pas la réduire elle-même. Quand on a une abstraction, pardon, cette abstraction est une valeur, et on ne peut pas la réduire. Donc, en call by value, on ne peut pas réduire sur les lambda. Ensuite, quand on a une application entre deux choses, on commence par réduire la fonction jusqu'à ce qu'on puisse plus. Jusqu'à ce qu'on soit bloqué. Et quand on est bloqué, ça veut dire que soit on a une variable, soit on a une abstraction, soit on est bloqué dans une application. Soit c'est une application, on est bloqué dans cette application. Une fois qu'on a fini de réduire la fonction et qu'on ne peut plus évaluer, on réduit l'argument jusqu'à ce qu'on ne puisse plus évaluer lui-même. Et ensuite, si jamais le m' est un lambda x m secondes, alors seulement après, on fait la bêta réduction. D'accord? Donc c'est l'inverse d'une stratégie paresseuse. C'est une stratégie qui évalue la fonction, qui évalue tous les arguments, et ensuite qui passe le premier argument à la fonction. Donc ça s'appelle call by value parce que on évalue les arguments jusqu'à ce qu'on obtenir une valeur avant de les passer à la fonction. Sinon, le contraire de ça s'appelle le call by name, où on donne l'argument directement à la fonction sans l'évaluer. Et ça s'appelle left to right parce qu'on commence par évaluer la fonction et ensuite on évalue l'argument. D'accord? Sinon, il y a aussi right to left. Et moi, j'ai jamais su. Alors, je sais que. Enfin, je sais. On a discuté l'année dernière du fait que Haskell était ni l'un ni l'autre. Haskell, il est call by need. Parce qu'en fait, il est paresseux, mais une fois que l'argument est évalué, c'est le 5 qui est évalué et toutes les occurrences de l'argument sont évaluées en même temps. Donc, il n'est pas vraiment call by name. Call by name, ça veut dire qu'il faut, une fois qu'on instancie la variable par l'argument, le paramètre par l'argument, eh ben, il faut évaluer indépendamment toutes les occurrences de l'argument dans le corps de la fonction, ce qui n'est pas le cas de Haskell. Et Camel, j'ai jamais su, mais je crois qu'il est right to left, call by value. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est au courant, mais je crois que ça évalue d'abord les arguments, puis la fonction, mais je suis pas sûr. Bon, en tout cas, c'est pas très intéressant pour ce que nous, on veut faire ici. Ici, je vais faire une étape de cette stratégie. Et alors ici, ce que je voudrais faire, c'est un type option. Je voudrais dire, si mon terme se réduit, je renvoie le réduit. Et si mon terme ne peut pas se réduire, alors je renvoie non. D'accord? Donc vous êtes dans un langage qui manipule les types options, j'espère. Donc vous êtes en Camel ou en Haskell. J'espère donc que vous avez des types options. Moi, j'ai pas de type option. Alors je triche un peu ici. Proprement, je devrais écrire une struct ou qui peut contenir ou non quelque chose. Mais là, pour une première version, j'écris juste un pointeur vers un lambda terme, et mon pointeur il est nil si jamais j'ai pas de réduit, et il est un lambda terme si jamais j'ai un réduit. Mais du coup après ça m'oblige à faire des tests sur nil, bon c'est comme ça. Donc, si jamais mon terme est une variable ne s'évalue pas, donc je renvoie nil. Si jamais mon terme est une abstraction ne s'évalue pas selon cette stratégie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une abstraction ne peut pas s'évaluer, donc je renvoie nil. Si jamais je suis ni une variable ni une abstraction, j'espère en tout cas que je suis une application, hein, donc je vais travailler comme si je suis une application. Je vais essayer de réduire ma fonction. Fpose, c'est le terme en position de fonction. D'accord? Donc c'est celui-là. Donc j'essaye de le réduire. Si jamais j'ai réussi, c'est-à-dire si ce truc-là n'est pas nil, c'est-à-dire si la fonction peut faire une étape et se réduire. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, mon résultat, ça devient l'application entre la nouvelle fonction et l'ancien argument. Si jamais ce truc-là est nil, si je ne peux pas réduire ma fonction, et que c'est nil, qu'est-ce que je fais? J'essaye de réduire l'argument. Si mon argument s'est réduit, c'est-à-dire que si ça c'est pas nil, alors je crée un nouveau terme qui est l'application entre l'ancienne fonction et le nouvel argument. Si jamais cet argument ne se réduit pas, donc ça veut dire ma fonction ne se réduit pas, donc la nouvelle fonction que j'ai essayé d'avoir c'est nil, mon nouvel argument que j'ai essayé d'avoir c'est nil, donc ni l'un ni l'autre ne se réduit. Qu'est-ce que je fais? Je regarde si la fonction est un lambda. Si ma fonction est un lambda, je fais une bêta réduction. Et donc j'instancie dans le corps de ma fonction la variable qui est liée
par ma fonction avec l'argument. Donc là, je fais la bêta réduction. Et si jamais ma fonction n'est pas un lambda, alors comme elle ne se réduit pas et comme l'argument ne se réduit pas, bah, je ne peux pas réduire mon application et je renvoie nil. Donc voilà ma fonction récursive. Voilà la fonction qui fait une étape de mon étape récursive et qui renvoie un terme avec un champ et spécial pour dire qu'il est bloqué parce que j'en ai besoin dans ma fonction qui évalue jusqu'à un certain point. Cette fonction, maintenant, c'est la fonction qui fait plusieurs étapes d'évaluation. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence par prendre le terme et à lui appliquer la fonction baron-direct, c'est-à-dire à l'alpha convertir, à le renommer pour avoir quelque chose de propre. Ensuite, elle met 0 dans C, c'est son compteur, et je donne une borne sur le nombre maximum d'étapes d'évaluation que je m'autorise. Hein, parce que si je veux manipuler oméga ou les choses comme ça, des termes qui bouclent à l'infini, il faut que je m'arrête avant. Si jamais C est plus petit que le nombre d'itérations maximum que je me donne, alors ce que je fais, c'est que je fais une étape de left to right callback value et j'ai un nouveau terme. Si jamais mon nouveau terme c'est bloc, alors je sors de ma boucle alors je sors de ma boucle, c'est fini. Sinon, c'est-à-dire que le terme c'est-à-dire que j'ai obtenu une forme normale, d'accord. Sinon, ce que je fais, c'est que dans nouveau, je prends mon nouveau terme que j'ai obtenu ici et je le mets dans courant et je recommence. Donc à chaque fois, je fais une étape à chaque fois et ensuite quand je sors de ma boucle, si je suis sorti avec ce break là, normalement c'est bon, et si jamais je suis sorti parce que j'ai fini ma boucle, alors c'est que j'ai fait trop de réduction et que j'ai pas atteint une forme normale. Du coup, ça devrait suffire et vous voyez ce que ça donne ici. Quand j'évalue S appliqué à I, appliqué à I, appliqué à I, ça me le traduit une fois en ce terme-là. Ensuite, ça applique cette fonction-là, S, à ce terme-là, et donc ça donne ça. Ensuite, ça applique cette fonction-là à ce terme-là, et ça donne ça. Et ça applique cette fonction-là à ce terme-là, et ça donne ça. Ensuite, ça applique ça à ça, ça donne ça. Ensuite, ça applique ça à ce truc-là, ça donne ça. Et ensuite, ça donne ça. Donc S appliqué à I, appliqué à I, appliqué à I, ça fait bien I. Et en 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes de réduction. Maintenant, vous voyez que j'ai fait un renommage à chaque étape. À chaque étape, j'ai renommé toutes les variables liées. D'accord. Et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est le fait que ici, je refais un renommage à chaque fois que j'ai fait une étape. Donc voilà pour l'évaluation. Donc normalement, ça devrait être dans vos cordes d'écrire dans un langage adapté un évaluateur de lambda calcul. Mais nous, on est ici pas pour l'évaluation, on est ici pour le typage. Et dans un premier temps, on veut un lambda calcul simplement typé. Donc on veut restreindre notre lambda calcul au terme qu'on peut simplement typer. Et vous vous souvenez que le type simple, c'est que un type, c'est soit une variable de type, soit une flèche qui représente un type fonctionnel, qui prend ce qui est à gauche et qui renvoie ce qui est à droite. Donc on va avoir un type, il faut qu'on définisse comme un type somme les termes de type. Attention, il y a des métatermes, des métatypes, des choses comme ça. Et donc vous, dans votre langage de haut niveau à type somme, vous allez pouvoir facilement dire qu'un type, c'est soit un constructeur variable de type, soit un constructeur flèche entre deux types. Hein, c'est pareil que pour les termes, si vous êtes dans un langage adapté, ça va être très facile à manipuler. Donc moi, dans mon langage de bas niveau, j'ai toujours un champ et pour mes types, qui dit soit c'est un type flèche, soit c'est un type de base. Et j'ai un champ variable si c'est une variable de type. Et si c'est un type flèche, j'ai un champ type pour un pointeur vers un type pour l'argument, et un pointeur vers un type pour le résultat. Alors, j'ai une égalité entre types. J'en ai besoin, enfin je l'utilise dans mon unification, mais peut-être c'est pas
c'est pas mon algo d'unification, j'ai fait un algo maison, et puis vous, c'est bien si vous prenez un vrai algo, genre W, Hindley Milner ou Martelly Montanari. Moi, j'ai fait de tête un truc qui marchouille. Et à un moment, j'utilise l'égalité entre deux types. Comme ici, j'ai des pointeurs, je peux pas utiliser le égal de Go pour comparer des types. Donc du coup, j'ai quelque chose qui vérifie que deux types sont égaux récursivement. Vous, si vous avez, si vous êtes en Haskell, il faut définir l'égalité. Et si vous, ah non, parce que vous pouvez prendre l'égalité par défaut. Et en OCaml, c'est l'égalité des constructeurs de type, donc ça devrait marcher aussi. Alors ça marcherait directement pour vous, parce que pour le moment, il n'y a pas de variable liée dans les types. Mais une fois qu'on passe au quel que soit, il faut que vous, dans votre langage, quand vous avez le quel que soit, vous soyez capable de dire que quel que soit alpha, alpha flèche alpha, c'est le même type que quel que soit bêta, bêta flèche bêta. Du coup, probablement que vous aurez besoin de définir inductivement l'égalité entre types à un moment dès qu'il y a le polymorphisme. Pour le moment, il n'y a pas de polymorphisme, donc c'est un peu facile. Donc pareil, ici j'ai quelque chose qui génère des variables de type à la volée. Ça, j'en ai besoin pour mes équations. Alors ça, vous vous souvenez, je ne sais pas comment on fait pour reprendre les tableaux de la dernière fois. Probablement d'ailleurs, ça ne doit pas être possible. Mais vous vous souvenez que la dernière fois, on avait écrit des équations de typage où on écrivait des trucs gamma, m, t, et puis on appliquait une règle, et à la fin, enfin pas à la fin, mais sur le côté, on se tapait des équations du type t0 égale t1 flèche t2, t1 flèche t2 égale t0 flèche t3, et ce genre de choses. Donc on générait des équations, et pour générer ces équations, régulièrement, on avait besoin d'une nouvelle variable de type. C'était le cas quand on avait besoin d'une nouvelle variable quand on faisait une application. Et on avait besoin de deux nouvelles variables quand on avait une abstraction. D'accord. Peut-être je rajoute les règles de typage ici pour qu'on se souvienne. Pour typer dans le contexte gamma le terme lambda x.m avec le type flèche t euh, t0 flèche t1, il faut que, en supposant que x a le type t0, je puisse typer m avec le type t1. Pour typer une variable x avec le type t, il faut que x soit dans mon environnement de typage, il faut que j'ai associé le type t à x. Et pour typer une application entre m et n avec le type t, il faut que m soit de type ta, flèche t, et que n soit de type ta. Donc ça, c'était les règles de type qu'on peut utiliser pour la vérification de type. Et souvent, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait l'inférence de type. Donc on essayait de deviner le type, donc on générait des équations. Et du coup, cette règle-là, pour nous, elle ressemblait plutôt à ça. Pour typer lambda x m avec... Pour typer lambda x m avec le type t, il faut typer m avec le type t1, supposer qu'au x a le type t0, et il faut pouvoir se souvenir que t c'est égal à t0 flèche t1. Vous vous souvenez de ça, j'espère. Quand je veux typer x avec le type t, et que j'ai x qui a le type t0 dans mon environnement, il faut que t0 soit égal à t. Et quand j'essaye de typer m appliqué à n avec le type t, il faut que je type m avec le type t0 flèche t, que je type n avec le type t0, et il faut que j'égalise... non, ça rajoutait pas de truc. Voilà. Donc vous vous souvenez de ces trucs-là. Ça, c'était plus les règles qu'on utilisait pour l'inférence.
C'est-à-dire qu'on arrivait avec un type cible ici, on était sur un lambda, on dit ce truc-là doit être un type flèche, et le type argument de la flèche, si je le donne à x, je dois pouvoir typer le type, le corps de la fonction avec le type résultat de la flèche. Et du coup, je générais une équation ici, et je générais une équation quand j'avais les variables. Et quand j'essaye de typer une application, bah, je prends le même contexte des deux côtés, et j'essaye juste de typer m avec le type t0 flèche st, et n avec le type t0. Et j'invente un nouveau t0. Donc, ce qu'on va faire ici, comme on va faire un typeur, ça veut dire qu'il fait l'inférence de type, et qui ne se contente pas de vérifier si un terme est typable avec un type, alors on aura besoin de ce genre de choses. On aura besoin de la génération d'équations. Donc, on aura besoin de variables de type, et c'est pour ça qu'ici, il y a quelque chose qui fabrique des variables de type. Ensuite, un pretty printer pour les types. Donc ici, si mon type c'est un type flèche, alors je mets des parenthèses autour du type du résultat, parce que, vous savez, c'est parenthésé de base à droite. Donc là, pour pouvoir garder le fait que ça c'est bien un seul type, je mets des parenthèses autour du type de l'argument, flèche le type du résultat, et si c'est une variable, je renvoie juste la variable. Et mes constructeurs de type, un constructeur qui construit une variable, un constructeur qui construit une flèche. Ensuite, ce que je veux faire, c'est pour typer un terme, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, on réfléchit à la partie logistique. J'ai mon lambda terme m, et je veux le typer avec un contexte vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer des équations. C'est-à-dire que je vais faire cette étape-là, où je remonte dans mon arbre de dérivation. Donc vous vous souvenez, on a m qui veut avoir un type, on ne sait pas quel type il veut avoir, mais on lui applique les règles, et comme elles sont dirigées par la syntaxe, ça va être facile à écrire, parce qu'il n'y aura qu'une règle qu'on peut écrire à chaque fois. Ça nous fait un gros arbre de preuves, et en fabriquant cet arbre de preuves, on a généré des équations. Donc je récupère un gros système d'équations en faisant cette étape-là. Et ça, c'est un parcours inductif. Parcours inductif avec les règles de typage. Donc je fais un parcours inductif avec les règles de typage sur mon terme m. Ça me génère un énorme paquet d'équations. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'essaye de résoudre cette équation. Et là, il peut se passer deux choses. Soit je finis et j'arrive à tomber sur le type point d'interrogation est égal à t, et là j'ai gagné. Mon terme m est typable avec le type t. Soit ça échoue, et à ce moment-là, je sais que m n'est pas typable. Donc c'est ça que vous devez faire, et c'est ça que je vais faire ici. C'est une étape de génération d'équations en appliquant les règles de typage, hein, c'est important. Et ensuite, quelque chose qui prend des ensembles d'équations, qui essaie de les résoudre. Soit il tombe sur un... il finit la résolution et on donne un type pour m, le type qu'on cherchait. Soit m n'est pas typable, et il explique qu'il n'est pas typable. Si vous regardez le cours des manuels, en plus, il vous donne des indices pour savoir expliquer, c'est-à-dire faire de bons messages d'erreur pour le typeur. Alors, je prends un type spécial que j'appelle guess, et qui est ce type point d'interrogation ici, que je vais trimballer dans mes équations, que je vais jamais enlever, je vais jamais le substituer, pour pouvoir à la fin qu'il me reste une équation guess égale quelque chose, et donner le résultat. Donc il faut des environnements de typage. Les environnements de typage, très simples, ça va être des maps entre des strings, le nom de la variable à laquelle on veut donner un type, et des types. D'accord? Les environnements de typage, c'est les gammas. Vous voyez que les gammas, ça associe des noms de variables à des types. Donc ça va être des strings associés à des s-types. Et voilà mon générateur d'équations. Et alors vous voyez que ce générateur d'équations pour le lambda calcul simplement typé, il a l'air sympa. D'accord? Si je vous montre un petit spoiler du générateur d'équations pour la partie, l'avant-dernière partie. D'accord? C'est celui-là. Et vous voyez qu'il est moins sympa, puisqu'il y a le cas du let, dans lequel il faut faire des trucs un peu compliqués de généralise ou de weak généralise. Et puis il y a différents opérateurs qu'il faut typer correctement aussi. Bon, ça c'est pas la partie la plus compliquée.
Donc par contre, si on est en lambda calcul simplement typé, on a quelque chose d'ultra sympa. Si jamais mon terme c'est une variable, je dois chercher dans l'environnement à à quel type cette variable est associée. D'accord? Si mon terme c'est une variable, donc mon terme c'est x, j'essaye de le typer avec t. Ah oui, pardon, j'aurais dû lire cette en tête comme en L1, c'est important. Pour générer les équations, je prends un environnement de typage, un gamma, donc qui associe des strings à des types, un terme à typer et un type cible. D'accord? Et au départ, le type cible, ça va être le guess, le type mystère. Donc, pour typer le terme L dans l'environnement envie et lui donner le type T, si L est une variable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder dans l'environnement à quoi est associée la variable de mon terme. Si jamais il n'y a pas la variable de mon terme dans l'environnement, alors on explose, panique, ça explose, ça fait exploser l'évaluation en Go. On explose en disant que on devrait pas, enfin il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas seulement que le typage échoue, hein, je le compte pas comme un échec de typage, je le compte comme il y a quelque chose qui va vraiment pas dans notre tipeur ou dans notre tipeur, parce que on devrait jamais arriver dans ce cas-là. Si jamais on a bien trouvé la variable dans l'environnement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on rajoute une équation qui associe la variable et l'environnement. Là, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé des équations, elles sont ici. Qu'est-ce que c'est une équation de typage chez moi? C'est un couple avec le type de gauche et le type de droite. Donc c'est une égalité entre le membre gauche de l'équation et le membre droit de l'équation. J'ai un pretty printer d'équations qui affiche une équation en affichant le type de gauche égale le type de droit. Donc là, c'est pas révolutionnaire comme fonction. Et j'ai une fonction qui affiche un ensemble d'équations en allant à... Enfin, c'est une slice en Go, mais voyez ça comme une liste, d'accord? Une liste d'équations en affichant les équations une par une et en allant à la ligne entre chaque équation. Merci. Du coup, donc là, je prends un type, un terme, un type, et je renvoie un ensemble, alors ici c'est une slice d'équations. Donc si jamais mon terme c'est une variable, je renvoie une slice d'équation qui contient qu'une seule équation, qui est que le membre gauche du égal, c'est le type de la variable dans l'environnement, et le membre droit du égal, c'est le type que je visais. Et ça, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Le membre gauche, c'est le type de la variable dans l'environnement, le membre droit, c'est le type que je visais. D'accord? Si jamais c'est une abstraction, qu'est-ce que je fais? Je crée deux nouveaux types pour des variables. TA, d'accord, ça va être le constructeur de type variable à partir d'un nom de variable frais, et TR, ça va être le constructeur de type variable à partir d'un nom de variable frais. Et ensuite, je vais rajouter dans mon environnement que la variable de l'abstraction est associée à TA. Et je vais typer avec ce nouvel environnement, je vais générer avec ce nouvel environnement les équations pour le corps de ma fonction en visant le type du résultat. Ça va me faire un paquet d'équations, et à cette équation, je vais ajouter cette équation suivante. Alors, append, en Go, ça prend une slice, un élément, et ça ajoute l'élément à la slice. Et qu'est-ce que j'ajoute aux équations que j'ai générées récursivement? J'ajoute l'équation T égale TA flèche TR. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. J'invente un type TA, j'invente un type TR, je génère récursivement les équations pour le corps de la fonction à le type TR en supposant que x a le type TA. Donc supposer que x est le type TA, bah, c'est associé à x, le x de l'abstraction TA dans l'environnement, et je vise le type TR, et je rajoute une équation à toutes les équations que je génère ici. Cette équation, c'est que le type que je visais, le type ici de l'abstraction, ça doit être TA flèche TR. Bon, voilà. Désolé si c'est trop lent, trop pédestre, d'accord? Et l'application, je crée deux environnements, enfin je copie deux fois mon environnement de typage, je génère les équations de la fonction, je génère les équations du résultat, le type que je visais c'est T, il faut que j'invente un nouveau type TA pour que ce que je vise quand je récupère les équations de la fonction ce soit TA flèche T,
et ce que je vise quand je récupère le type de l'argument, ce soit TA. Donc c'est exactement pareil ici. J'invente un type T0, je génère les équations pour T0 flèche T, et je génère ici les équations pour T0. Voilà pour le générateur d'équations. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je me sens... c'est difficile de faire le TD à distance sans regarder vos visages pour voir si vous comprenez ou pas. Et surtout pour savoir si je vais trop vite ou trop lentement. C'est possible que j'aille trop vite. C'est possible que j'aille trop lentement, pardon. Ensuite, je vous avais dit que je vais maintenir un type spécial que j'appelle guess, qui représente ce point d'interrogation ici. Et ce type spécial, à la fin, dans mon ensemble d'équations, quand il sera fini, il me permettra de reconnaître le résultat. En gros, guess, c'est une variable, c'est une constante de type qui représente le type initial du typage. Donc c'est celui où, quand on a un terme, on dit type-moi ce terme. Alors j'associe guess à ce terme. Après, je génère plein d'équations. Et dans ces équations, hopefully, il y en a une qui est de type guess égale un machin. Et à la fin, quand j'ai fini, j'ai juste à récupérer le machin qui est associé à guess. Du coup, c'est ce que fait recup_guess. Il parcourt un ensemble d'équations et il regarde s'il y a un des deux côtés de l'équation qui est le type guess. S'il y a un des deux côtés de l'équation qui est le type guess, alors il renvoie l'autre côté de l'équation. Normalement, si on est sur des types construits pour le lambda calcul correctement et des règles de typage calcul pour le construites correctement, il ne devrait pas y avoir de problème, il devrait y avoir qu'un seul guess dans un système, et on devrait pouvoir retrouver le guess à la fin. D'accord ? Et maintenant, alors là j'ai mes résultats d'unification. Alors maintenant il faut que je fasse l'unification. Donc là, je viens de traiter cette partie-là. Vous en serez convaincu. J'ai traité la partie qui prend un lambda terme et qui renvoie un ensemble d'équations, en générant récursivement des équations en parcourant le terme. Maintenant, il faut que je traite cette partie-là, la partie de l'unification elle-même, qui prend un ensemble d'équations et qui essaye de le résoudre. Alors, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel dans le cours? Je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'il vous a montré comme unification dans le cours? Il a pris un truc particulier. Ah, il a fait le shortcut qu'on peut faire dans MiniML, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'unification. On peut le faire directement. Ouais, bah du coup, c'est pédagogiquement bien de le faire une vraie unification séparée en TD. Et du coup, c'est ce qu'on va faire là. Donc, l'unification, on doit prendre un ensemble d'équations et on doit regarder si ça marche ou pas. Alors, vous pouvez aller dans la littérature, essayer de regarder comment marchent les algorithmes suivants. W, Hindley, Milner, genre sur Wikipédia si vous voulez, et Martelli, Montanari. C'est des algorithmes qui résolvent le problème de la unification. Ils ont des complexités différentes. Il y a des cas pathologiques dans lesquels on peut avoir des choses exponentielles. Et sinon, voilà. Bon, moi je l'ai fait. J'ai fait deux têtes avec d'histoire de bon sens. Je sais pas s'il est très bien. En tout cas, vous pouvez prendre le même si ça marche. Pour moi, ça a l'air de marcher. Ou sinon, vous pouvez essayer de prendre un vrai algo. Du coup, il me faut un résultat pour mon unification. Pour une étape d'unification. Du coup, mon résultat sur une étape d'unification, c'est un statut qui dit fini s'il n'y a plus rien à faire, continue si il faut que je passe à l'équation suivante. Ça, c'est typiquement quand je supprime une équation triviale. Recommence si j'ai modifié une équation. Si j'ai modifié une équation, je recommence au début. Et échec si jamais ça explose. Donc, vous avez... comment ça va se passer opérationnellement? Vous allez avoir votre liste d'équations. T1G, T1D, T2G égale T2D, etc. Donc vous imaginez que vous avez une structure de votre liste d'équations, et vous allez avoir un petit pointeur qui va parcourir vos équations. Et l'idée, c'est soit il tombe sur une équation avec la cible, et à ce moment-là, il n'y touche pas, hein, on se souvient que c'est celle qu'on garde pour la fin, soit il tombe sur une équation triviale, du type c'est exactement le même type à gauche et à droite. S'il tombe sur une équation triviale, il la supprime et il passe à la suivante. Soit il tombe sur une équation non triviale,
c'est-à-dire soit il génère des nouvelles équations, soit il fait un remplacement, et à ce moment-là, il revient au début. Donc en fait, il prend les équations, et souvent il va rester au début de la liste, c'est juste qu'il va manger les trucs, il va remplacer partout, il va rajouter des nouvelles équations à la fin de la liste, il va manger, etc. Puis de temps en temps, il va avancer un peu pour essayer de trouver la première qui est pertinente, puis ensuite il va revenir au début parce qu'il aura modifié. Donc il va parcourir les équations, et puis il va changer cet ensemble d'équations. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on essayait de le faire un peu de tête, on avait des ensembles d'équations, et puis je vous disais, de celui-là, je peux passer à celui-là, de celui-là, je peux passer à celui-là, etc. Et à la fin, on essayait d'avoir un ensemble d'équations qui nous donnait le most general unifier, la substitution la plus générale. Du coup, c'est ces quatre états-là qui représentent... Quand est-ce qu'on fait un échec d'unification, d'accord? Quand est-ce que vous ne pouvez pas typer un terme? C'est soit parce que vous avez besoin de récursivité, si vous avez quelque chose de type T0 égale T0 flèche T1, ça doit produire un échec. D'accord? Si T0 égale T0 flèche T1, ça doit produire un échec parce qu'on ne sait pas, avec des types finis, trouver un type tel que le type soit égal à lui-même flèche un autre type. On n'arrive pas à les construire inductivement. D'accord? Co-inductivement, on peut. Hein, c'est des types récursifs. Vous pouvez vous en douter avec ce que vous avez vu hier en PPC. Mais inductivement, on ne peut pas construire cette chose-là. Donc si jamais on trouve ça, on explose. Et puis, donc ça c'est un exemple, mais de manière générale, si on a T0 égale un gros machin qui contient T0, alors on est sûr qu'on peut exploser. Ça c'est un des cas d'échec, et c'est ce qu'on appelle l'occur check. Ça veut dire une variable apparaît dans un terme à droite. Enfin, on a une égalité entre une variable et un terme qui contient strictement cette variable. Qui contient strictement parce que si jamais on tombe sur T0 égale T0, c'est quelque chose qui va arriver assez souvent quand on génère des équations, c'est quelque chose qu'on peut complètement, supprimer. D'accord? Ça, c'est un type trivial. Donc, quand on fait un occur check, il faut faire un occur check seulement si ce truc-là n'est pas juste la variable T0. Il faut exploser uniquement si ce truc-là n'est pas la variable T0. Donc, il nous faut une fonction occur check qui permet de nous dire quand est-ce qu'une variable appartient à un terme. Voilà. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Ah oui, une autre manière d'exploser, et il n'y en aura pas d'autre pour les types qu'on a pour le moment, c'est si jamais on a T0 flèche T1, enfin, un gros terme ici, flèche, un gros terme là, et de l'autre côté, on a quelque chose qui n'est pas une flèche. Donc, de l'autre côté, on a... Ah non, ça marche pas. Parce qu'on n'a pas de constante. D'accord, donc pour le moment, il n'y a pas d'autre moyen d'exploser. Ça marchera tout à l'heure, alors peut-être je vous fais un spoil avant tout à l'heure. Si jamais j'ai un type flèche à gauche et que à droite j'ai un type liste, là on va exploser aussi. D'accord? Si vous essayez d'égaliser un type fonction avec un type liste, alors vous explosez. Et nous, par contre, pour le moment, on peut pas, on n'a que des constructeurs flèches. Donc soit en face j'ai aussi un constructeur flèche, à ce moment-là c'est bon. Soit en face j'ai une variable, et à ce moment-là bah, ça fait une variable avec un type flèche, et c'est un cas qu'on va gérer. Donc les cas où on n'explose pas, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais on a une variable, et qu'on a un gros type ici, qui ne contient pas T1. Si ça contient T1, on a déjà explosé. Si on a T1 et un gros type qui ne contient pas T1, qu'est-ce qu'on fait? Alors ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va enlever cette équation de la liste, et on va remplacer dans tous les types, on va remplacer T1 par ce truc-là. On fait une substitution. Dans toutes les équations, dans tous les membres de chaque équation, on va remplacer la variable T1 par le gros type qui est à côté. Donc là, je me rends compte que j'ai des variables et des métavariables, mais ici, ces équations, c'est des équations entre des types. C'est pas forcément juste des variables. Ça peut être des choses plus grandes. Donc si jamais à gauche, c'est une variable, et à droite, c'est un terme, et que cette variable n'apparaît pas dans le terme, alors je peux remplacer cette variable partout dans mon terme. Pareil pour l'inverse, si jamais j'ai T3 égale un gros machin, je peux enlever cette équation et remplacer T3 partout dans le reste par le gros machin. Et si vous vous souvenez, c'est ce qu'on faisait la semaine dernière. Quand on avait nos équations,
Et quand j'avais un T1 égale T3 flèche T4 flèche T5 par exemple, je disais bon bah je vais remplacer T1 par ce truc là dans toutes mes équations et je verrai bien ce que ça donne. Donc ça c'est le truc de base, la substitution. Si jamais j'ai une variable égale un gros truc ou un gros truc égale une variable, j'enlève mon équation et dans toutes les autres je remplace la variable par le gros truc. Et dernier cas qui nous intéresse, et d'ailleurs ce gros truc peut lui-même être une autre variable, d'accord, genre si jamais j'ai T1 égale T2, et ben je remplace partout T1 par T2. Donc si j'ai une variable et un terme qui ne la contient pas strictement, alors je remplace partout. Et le dernier cas qui nous intéresse ici, enfin qui va arriver, c'est si jamais j'ai un gros type flèche un gros type égale un gros type flèche un autre gros type. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je supprime cette équation et je rajoute deux équations. Les types arguments doivent être les mêmes et les types résultats doivent être les mêmes aussi. Donc finalement, je parcours mes équations une par une. Si j'en ai une avec un occur-check, j'explose. Si j'en ai une où il y a un des deux qui est une variable, bah, je l'enlève, et dans toutes les autres, je remplace la variable par le terme. Et si jamais j'ai une égalité entre deux types flèches, je l'enlève et je rajoute deux nouvelles équations pour les deux côtés de mon type flèche. Voilà. Alors je crois que ça termine et qu'il y a des cas pathologiques, peu importe. Donc ici, j'ai besoin d'une fonction substitut qui remplace une variable par un type dans un type, d'accord, pour pouvoir appliquer cette substitution partout dans une équation. Donc substitut, ça prend une variable, un type TS et un type T, et ça remplace la variable V dans T par TS. Donc si T c'est une variable, je regarde si c'est celle qu'on remplace ou pas, et si T c'est un type flèche, alors je remplace dans le type argument et dans le type résultat. Si substitut partout, ça prend un ensemble d'équations, une slice d'équations, et ça remplace la variable V par le type TS dans toutes les équations de cet ensemble. D'accord? Donc c'est faire cette multiflèche verte là, c'est-à-dire appliquer une substitution à toutes les équations d'un ensemble d'équations. Ok? Et voilà mes étapes, mon code qui fait une étape d'unification. Alors probablement il n'est pas parfait, donc n'hésitez pas si vous avez des idées à faire des choses meilleures que celle-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde si mon compteur i, c'est juste mon pointeur sur à quelle équation j'en suis. D'accord? Donc déjà, si j'ai dépassé la longueur de mes équations, ça veut dire que j'ai parcouru toutes mes équations sans en modifier une seule, donc j'ai fini. J'ai plus rien à faire, et j'envoie mon ensemble d'équations. Donc à chaque fois, j'utilise uniphrase comme type résultat de l'équation, d'accord? Et donc si jamais le type c'est pas un échec, dans mon résultat.res, j'ai l'ensemble d'équations après l'étape. Donc mon ensemble d'équations c'est le même, et je dis que j'ai fini. Sinon, je regarde si j'ai les deux mêmes types de chaque côté. Si j'ai deux mêmes types de chaque côté, c'est une équation triviale, je la supprime et je continue. Et comment je la supprime? Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise là? Dans NTI, je mets NT ln de n plus 1 et on la supprime en continu. Ouais, donc apparemment il y a un petit bug qui a jamais apparu dans les tests que j'ai fait, c'est que j'aurais pas dû... en fait, pour supprimer un truc d'une slice, je mets le dernier élément en i, et après je réduis la slice de 1. Et en fait, il peut se passer un truc où je remets la dernière équation au mauvais endroit, donc peut-être j'aurais dû mettre comment ici. Ça va rien changer, mais ça... Mais comme je modifie les équations, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. Ensuite, si jamais mon terme de gauche est une variable, je regarde si c'est le point d'interrogation. Vous vous souvenez, le point d'interrogation, je veux pas l'enlever. Donc, si c'est le point d'interrogation, j'y touche pas à cette équation et je continue. Sinon, je regarde si ma variable apparaît dans mon terme de droite. Donc je regarde si la variable de gauche
apparaît dans le terme de droite de l'équation. Donc je fais un occur check. Si c'est le cas, alors c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Parce que le terme de droite ne peut pas être une variable. Si c'était la même variable, ça aurait été traité par ce cas-là. D'accord? Donc si jamais la variable v apparaît strictement apparaît dans le terme de droite, c'est qu'elle apparaît strictement, sinon ça aurait été traité par le cas-là. Et donc je fais un échec avec un message d'erreur qui dit que la variable est présente dans un terme. Sinon, donc si ça est une variable, et que si ce qui est à gauche est une variable, et ce qui est à droite n'est pas une variable, et qu'il n'y a pas d'occur check, alors je vais substituer partout ma variable par mon terme, et ça me donne un nouveau système d'équations. Donc je vais enlever cette équation-là, en faisant, ça c'est les trois lignes qui enlèvent une équation d'une slice, et ensuite je vais substituer partout le terme droit dans la variable de gauche, dans toutes les équations qui restent. Voilà. Sinon, si jamais la variable de gauche, si jamais le terme de type de gauche n'est pas une variable, je regarde si le type de droite est une variable, et à ce moment-là, je fais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je fais un occur check, si oui, je fais un échec, sinon, je recommence. Et enfin, si le type de gauche est une flèche, je regarde si le type de droite est une flèche. Si c'est pas une flèche, je mets incompatible, mais là, on sait que ça va pas arriver, puisque si le type de droite, c'est soit une flèche, soit une variable. Si c'est une variable, ça a été traité au-dessus, et si c'est une flèche, c'est traité ici. Si les deux types sont des flèches, je fabrique les équations de le type argument du type de gauche est égal au type argument du type de droite, le type résultat du type de gauche est égal au type résultat du type de droite, j'enlève l'équation courante et je rajoute les deux équations que j'ai vues ici. Donc voilà comment faire l'unification. Et maintenant, pour faire plusieurs étapes d'unification, ce qu'il fait, c'est que à chaque étape, il regarde s'il est sur continu, recommence ou échec. S'il est sur recommence, il remet le pointeur au début. S'il est sur continu, il avance le pointeur dans les équations. S'il est sur échec, il renvoie le résultat. S'il est sur fini, il envoie le résultat. Et enfin, mon tipeur. Mon tipeur, ce qu'il fait, c'est que il regarde, il crée un nouveau résultat de typage, il génère les équations, et il fait l'unification sur ces équations. Donc il appelle la génération d'équations et l'unification, et après il regarde le résultat final. Si c'est fini, il dit que le typage a réussi. Il récupère le type qui est associé au type spécial guess, et il dit succès typage, le terme et le résultat, c'est ce qu'il a récupéré ici. Si jamais le typage est un échec, alors il regarde la cause de l'échec de l'unification, et il la transforme en échec de typage. Et si jamais et puis c'est tout. Voilà. Et voilà mon tipeur. Et après print typage, il écrit succès, le type, et si c'est un échec, la cause. Donc là, j'ai des petits termes. I, A c'est lambda x, y, x appliqué à y, K, que vous connaissez, S, SKK, delta, oméga, KI, oméga, triple, c'est lambda x, xxx appliqué à lui, c'est lambda x, xxx, et S appliqué à I, appliqué à I, appliqué à I. Et ici, je dois avoir des tests de typage. Est-ce que je suis en mode verbeux? Oui. Et du coup, quand je renvoie mon tipeur... Alors, attendez. Pouf. Alors, regardez ce que ça a donné. Typage de I. Alors, il type I. Donc là, à chaque fois, il nous dit à quel indice il en est dans son ensemble d'équations. Et il nous donne l'ensemble d'équations. En typant I, il a généré deux équations. T1 égale T2. Et le type spécial que je cherche égale T1 flèche T2. Qu'est-ce qu'il fait? Sa première équation, c'est T1 égale T2. Donc, il la mange. Et dans toutes les autres, il remplace T1 par T2. Et donc, du coup, il lui reste plus que l'équation machin égale T2 flèche T2. C'est super. Ensuite, cette équation-là, comme elle contient le machin spécial, il la passe. Il passe à l'indice suivant. Or, il n'y a plus d'indice suivant. Donc, il s'arrête. Il récupère ce à quoi est associé le point d'interrogation. Et il nous dit succès typage lambda x à type T2 flèche T2. Et là, vous serez d'accord. Hein, l'identité, ça a bien le type machin flèche machin. Ensuite, le typage de I appliqué à I. Donc,
il a lambda xx appliqué à lambda xx. Alors je l'ai pas Baron direct, mais heureusement, on n'a pas besoin pour le moment. Qu'est-ce qu'il fait? Il génère les équations de typage T4 égale T5, T3 flèche, ce que je cherche, égale T4 flèche T5, T6 égale T7, T3 égale T6 flèche T7. Donc déjà là, je suis un peu perdu, mais je pense que si je fais sur papier le typage de I appliqué à I, c'est ces choses-là qui vont remonter. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? T4 égale T5, c'est la première équation. Il va remplacer T4 par T5 partout. Donc ici, il met un T5. C'est ce qu'il a fait, super. Ensuite, T3 égale T6 flèche T7, il va remplacer T3 par T6 flèche T7 partout. Du coup, il a T6 flèche T7 flèche. Alors, des fois, il change l'ordre des équations, parce que, vous avez vu, c'était ma manière de supprimer des trucs en Go. Donc, il reste cette équation-là, et il reste cette équation-là dans laquelle T3 est devenu ce truc-là. Ensuite, il a T6 flèche T7, il le mange, et du coup, il lui reste plus qu'une seule équation, c'est T7 flèche T7 flèche, devine quoi, égale T5 flèche T5. Du coup, ça c'est une flèche, des deux côtés, donc il casse la flèche, il supprime l'équation, et il en récupère deux. C'est ce truc-là égale ça, et ce truc-là égale ça. Donc ce truc-là, T7 flèche T7 est égal à T5, et le zigouigoui est égal à T5 aussi. Du coup, qu'est-ce qu'il fait là? Il remplace, là il a un gros terme et une variable. Donc il va remplacer partout ailleurs la variable par le gros terme. Donc il remplace T5 par T7 flèche T7 et il arrive sur zigouigoui égale T7 flèche T7. Il y touche pas, il a fini et il dit I appliqué à I, ça a le type T7 flèche T7 qui est le type de l'identité. Donc on est plutôt content. Alors, est-ce que j'en ai encore à montrer? K, lambda x, y, x, ça fait 3 équations, T8, T11, T9, ici il remplace T8 par T11, donc ici on va tomber sur un T11, T11 flèche T9, et celle-là on n'y touche pas, elle reste là. Ensuite celle-là on n'y touche pas, celle-là c'est T9 égale T10 flèche T11, donc on remplace T9 par T10 flèche T11, et on a zigouigoui égale T11 flèche T10 flèche T11, du coup c'est bien le type de K, hein, A flèche B flèche A. Voilà. Le type de S, vous voyez, bon, il génère des équations, il fait des grosses équations, puis il les casse, et à la fin, il a que le type de S, c'est A, flèche B, flèche C, flèche A, flèche B, flèche A, flèche C. C'est bien le type de S qu'on avait deviné la semaine précédente. Maintenant, il type SKK. SKK, c'est S appliqué à K appliqué à K. Il a des gros paquets d'équations, il fait son unification, et à la fin, il a que c'est de type T31 flèche T31, c'est-à-dire le type de l'identité, et ça tombe bien, on est content. Maintenant, S appliqué à I, appliqué à I, appliqué à I, plouf 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 plop plop, T49 égale T49 flèche T48, et donc échec du typage. D'accord? On ne peut pas typer S appliqué à I, appliqué à I, appliqué à I. Pourquoi? Normalement, vous pouvez le voir assez facilement. S appliqué à I, appliqué à I, appliqué à I, ça se réduit en ça c'est le I rouge, ça c'est le I bleu, et ça c'est le I vert. Vous vous souvenez de ce que fait S? En 3 étapes, je vais récupérer le I rouge appliqué au I vert, le tout appliqué au I rouge, appliqué au I bleu. Et là, vous voyez le problème, c'est que ici, j'ai quelque chose qui est d'un type T, par exemple. Donc ce truc-là, c'est type T flèche quelque chose. Donc ce truc-là, c'est de type T flèche quelque chose, vu que ça c'est I. Et ce truc-là, c'est de type T, vu que ça c'est I. Du coup, le I rouge, il est à la fois de type T flèche quelque chose, flèche T flèche quelque chose, et de type T flèche T. Donc le I rouge ici, il est utilisé à deux endroits avec des arguments différents. Donc c'est un même terme qui est utilisé, c'est le X, du S, qui est utilisé à deux endroits avec des termes différents. Donc ça marche pas. Et du coup, c'est pas typable. Bon, voilà. S appliqué à I, appliqué à I.
c'est pas typable. Euh, et ça c'est quoi? Ah, c'est oméga. Donc lambda x appliqué à lambda x. Et il y a un moment, on a un problème parce qu'on a un type récursif, t64 égale 64 fois t63, et c'est fini. Bon, il me reste une vingtaine de minutes, un peu plus, parce que j'ai commencé en retard, pour parler de la suite, mais c'est pas grave parce que ce qu'on fera, c'est qu'on on fera ça la semaine prochaine aussi. On finira de parler du TD. De toute façon, c'est quelque chose que vous devez faire vous. Donc vous avancez jusqu'à la semaine prochaine, et puis on peut discuter de où vous en êtes. On pourra mettre les micros éventuellement si vous voulez, et sinon je continuerai à corriger la partie 3, la partie 4, et peut-être la partie 5, mais c'est pas sûr. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Je peux parler de PCF et de la partie 2, peut-être sans rentrer dans les détails. De toute façon, le tipeur, en gauche, je vous l'ai donné, il est sur SPIP. Donc, PCF, c'est... Alors, je sais, peut-être j'aurais pas dû l'appeler PCF parce que c'est pas exactement PCF, mais l'idée c'est d'avoir un langage de programmation dans lequel on peut faire quelque chose, mais qui soit proche du lambda calcul, sans être avec une syntaxe complètement différente comme un mini-ML, en gardant les lambdas, mais en rajoutant des termes qui nous permettent de manipuler les choses. Donc l'idée c'est qu'on rajoute des entiers natifs. D'accord? On aurait déjà pu faire les entiers avec les entiers de Church, on n'aurait pas pu faire le power dans le tipper, vous avez vu la semaine dernière. Bon, ici, on va faire des entiers natifs avec l'addition et la soustraction. Donc ça veut dire que mes lambda termes, ils vont être définis par, comme d'habitude, donc n et m, c'est comme d'habitude soit des variables, soit des abstractions, soit des applications, et ensuite, soit des entiers, donc des n, et on va mettre que n appartient à n, soit un plus entre m et n, soit un moins entre m et n. Donc on peut mettre les entiers directement, et on peut mettre plus et moins. Il y a des listes natives, alors ça je sais plus s'il y a ça en PCF, mais je me suis dit que c'était pas mal. Donc on peut écrire crochet M1, M2, blablabla, MK. On peut écrire directement ça dans le langage. On peut écrire aussi cons de M, N, et ça fabrique, si N est une liste, ça fabrique la liste obtenue en rajoutant M devant N. Head de M, c'est la tête de la liste M. Tail de M, c'est la queue de la liste M. Et des opérateurs if then else. Donc, if 0 M then N1 else N2. Donc ça teste si M vaut 0. Si oui, ça fait N1, sinon ça fait N2. Et if empty M then N1 else N2. Un opérateur de point fixe qui permet de faire des fonctions récursives qui s'appelle fixe. Ça, un PCF normalement c'est lambda calcul simplement typé plus un opérateur de point fixe. Donc fixe de M plus un let natif. Donc un let x égale M in n. Et là vous dites, ah mais let ça s'écrit de base en lambda calcul, pourquoi on a besoin d'un let? Et vous vous souvenez du cours d'Emmanuel de la semaine dernière, on a besoin d'un let pour faire du polymorphisme. On va faire du polymorphisme, du let polymorphisme, et donc quand on aura let x égale m, on va pouvoir en déduire un type générique. De quoi je peux vous parler? Je continue à parler de la sémantique et des types. Ouais. Donc la sémantique, elle est donnée avec, on a toujours la bêta réduction, qui va marcher comme d'habitude, mais on va rajouter d'autres règles de sémantique. Par exemple, on va dire que n
plus m, ça s'évalue en l'entier n plus m. Donc en gros, ça veut dire que 2 plus 3, ça s'évalue en 5. Pareil pour n-m. n-m, ça s'évalue en l'entier n-m. Donc ça, c'est deux termes, le terme n et le terme m et le plus au milieu. Et ça, c'est un seul terme qui est la vraie addition, celle du monde réel. On a l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Les listes, on a à dire qu'on on a le droit d'évaluer dedans. On va dire si mi se réduit en m'I, alors M1 big MI MK se réduit en M1 MI prime MK. Donc j'ai l'impression, alors ça j'étais pas sûr comme règle, je me suis dit que c'est pas mal parce que ça veut dire que si on a la liste 2 plus 3, 4 plus 2, alors quand on l'évalue, ça s'évalue en 5, 6. Donc on peut évaluer à l'intérieur des listes, et puis comme on est en left to right call by value, on va faire en sorte qu'on évalue d'abord celui-là en premier, puis une fois que c'est une valeur, on évalue celui-là, etc. etc. Et ce truc-là est une valeur uniquement quand c'est tous des valeurs. Qu'est-ce qu'on rajoute encore à la sémantique? En fait, pour chaque opérateur qu'on rajoute, il faut expliquer comment il va avec la sémantique. Cons de M et si ce truc-là est une liste, M1, Mn, ça se réduit en M, M1, Mn. D'accord? Donc cons de une valeur et une liste, ça serait. Alors il faut évidemment que on commence par réduire celui-là, ensuite on réduit tous les trucs là, et seulement après on fait le cons. Head, ça fait ce que vous croyez. Head de M, virgule des trucs, ça fait M. Et si jamais il n'y a pas de M, ça ne se réduit pas, ça bloque. Que ça fait la même chose. Enfin, que la même chose. Vous voyez ce que ça fait. Que de M, M0, MK, ça se réduit en M0, MK. Donc des opérations natives sur les listes. Ensuite, pour le if, alors pour le if c'est intéressant. Pourquoi? Parce que if 0 m then n1 else n2, c'est ce que je veux dire, c'est que si m vaut 0, ce truc-là se réduit en n1. Et si j'ai n différent de 0, ce truc-là se réduit en n2. Mais autant dans head, j'ai le droit de réduire l'argument, dans tail, j'ai le droit de réduire l'argument, dans cons, j'ai le droit de réduire les arguments, et seulement après, j'essaye d'appliquer. Dans if then else, je ne veux pas réduire ces choses-là d'abord. Je veux d'abord réduire ma condition, et une fois que c'est une valeur, je veux soit me réduire dans l'un, soit me réduire dans l'autre. Ce qui veut dire que ces choses-là, je peux les représenter, ces opérateurs, comme des termes du lambda calcul. Je peux voir cons comme un terme spécial qui s'appelle cons, mais je ne peux pas voir if 0 then else comme un terme spécial du lambda calcul que j'appliquerai à m, n1, n2. Parce que si je le vois comme un terme spécial, ça veut dire que quand je vais passer à mon évaluation left to right call by value, je vais d'abord évaluer ça, puis je vais évaluer ça, puis je vais évaluer ça. Du coup ici, je vais devoir construire mes termes comme toutes ces choses-là. Je peux les écrire comme des termes du langage. Pardon, celle-là, mais pas mon if then else. D'accord? Et pas mon let non plus. Mon let et mes if then else, ça peut pas être des. C'est des termes du langage, mais ça peut pas être représenté par un terme dans le langage parce que qui serait appliqué à des choses. D'accord? Let, je peux pas écrire let comme let de mn, je peux pas écrire if 0 then else comme if 0 then else de m, n1, n2,
parce que je veux pas évaluer N1 et N2. Donc il me faut un constructeur spécial, et donc si vous êtes en Haskell et au Camel, dans votre type lambda term, vous allez rajouter un constructeur pour le if 0 then else, et un constructeur pour le if empty then else. Et il reste le point fixe. Comment ça marche fixe? Alors, fixe, c'est la sémantique de fixe, c'est que fixe ça marche que si on lui donne, ça se réduit que si on lui donne une abstraction. Et donc si on est sur fixe de lambda f.m, donc si jamais ce que j'ai ici c'est une abstraction, alors ça se réduit en m dans lequel fixe de lambda f.m remplace f. D'accord? Donc là, le point fixe appliqué à une fonction, ça me renvoie le corps de la fonction, dans lequel la fonction elle-même remplace son nom. Et si vous réfléchissez, ça vous fait une sorte de letrec, d'accord? Et puis, enfin, de définition récursive, quand vous avez un def f de x, et que vous avez le corps de la fonction, et que vous avez ici un f appliqué à quelque chose, d'accord? Si vous voulez le voir en termes complètement fonctionnels, alors ce que vous faites, quand vous faites f de 3, c'est que vous calculez le corps de la fonction, et si vous retombez sur f, alors vous refaites un appel à la fonction, donc vous inlinez à nouveau le corps de la fonction avec ce qui va bien. À chaque fois que vous faites un appel sur f, vous inlinez le corps de la fonction, etc. etc. Vache qui rit, des boîtes dans des boîtes, blablabla. Donc là, le point fixe, il se réduit comme ça. Il faut que son argument soit une abstraction, et quand son argument est une abstraction, alors il donne cette chose-là. Et maintenant les types. Pour les types de mon langage, je vais avoir besoin des entiers, un type que je vais appeler nat. Je vais avoir besoin toujours, bon, j'aurai toujours les variables de type, ça j'aurais dû le mettre avant. Alors, il ne faut pas que je les appelle t. Ah oui, c'est peut-être ça aussi qui était un peu confusant. C'est que... Non, c'est bon, je les avais appelés v ici. Donc, je les appelle v, la variable de type. Et ensuite, il me faut des flèches. Il me faut un type list. Et c'est tout. Et ben non, et il me faut bien sûr le type le type polymorphe. Et il me faut un quel que soit v pointé pour représenter le type, le polymorphe du LED polymorphisme. Et les règles de typage, alors il y en a plein, mais elles sont classiques. Bon, la règle de génération d'équations. Par exemple, si je suis dans le contexte gamma, que je veux typer if m then n1 else n2 avec le type t, il faut que je type m avec le type nat, il faut que je type n1 avec le type t, et il faut que je type n2 avec le type t. Et alors, je vous ai dit que pour les if, ils étaient vus comme des constructeurs de mon langage, alors que tous les autres, je pouvais les voir comme les termes de mon langage. Et du coup, pour les autres, ça va être facile, parce que pour typer un cons, par exemple, et ben je le typerai tout le temps. Alors attendez, c'est plus facile de typer plus. Pour typer plus est tout le temps typable avec le type nat, flèche nat, flèche nat. Et puis pareil, quand vous tombez sur un entier, l'entier n, si n c'est bien un entier, il est tout le temps typable avec le type nat. Si je dois typer un constructeur,
le constructeur de liste. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est que je dois lui donner un type polymorphe. Il est de type pour tout A. Non, attendez, qu'est-ce que ça fait? Ça prend un élément, une liste, et ça renvoie une liste. Pareil, bon, pour le type de head, ça va être pour tout A, flèche A. Et plus intéressant, si je veux typer un fixe, alors comment je l'ai fait? Je peux pas utiliser fixe directement. Oui, je peux pas typer fixe directement. Il faut que pour typer fixe de lambda f.m avec le type t, qu'est-ce que je fais? Je crée une nouvelle variable de type tf et je suppose que f est de type tf et je type m avec le type tf en rajoutant comme équation que tf est égal à t. T égale à t fixe, je type le truc avec le type t fixe et dans mon environnement j'ai le type t fixe. Ouais, c'est ça. Donc pour typer que le point fixe de ça a le type t, il faut que donc le point fixe de ça c'est une fonction et il faut qu'elle ait le type t. Il faut que le type t soit, il faut que j'invente un type tf, que f soit de type tf et que m soit de type tf. Est-ce que j'aurais pas pu le faire directement en mettant t là et t là? Probablement en fait. Voilà pour les types. Est-ce que j'ai un truc compliqué? Ah oui, non, bah oui, évidemment, là, pour les types, il reste le let, qui est le plus intéressant. Donc, si je suis dans le contexte gamma, et que je veux typer let x égale e1, in e2, et que je voudrais donner à ça le type t. Qu'est-ce que je fais? Alors, je type dans le contexte gamma x, non, je raconte, type e1, et ça me donne un type t0, par exemple. Et ensuite, je type e2 en visant le type t, dans un contexte gamma, dans lequel je rajoute que x a le type généralisation de t0. Et qu'est-ce que ça veut dire généralisation de t0? Ça veut dire que si t0 c'est alpha flèche alpha, la généralisation de t0 c'est quel que soit alpha, alpha flèche alpha. Si t0 c'est alpha flèche bêta flèche alpha, la généralisation de t0 c'est quel que soit alpha, quel que soit bêta, alpha flèche bêta flèche alpha. Et donc voilà, donc pour typer un let, je dois généraliser ce type. Et là, ça va nous poser un problème. En tout cas, moi, ça m'a posé un problème dans l'approche que j'ai choisie. Et ce problème, c'est que
je peux pas générer d'équations. Parce que je peux générer des équations ici, mais la généralisation de mon type T0, elle est assez bizarre, puisqu'elle suppose que j'ai déjà résolu ce système d'équations-là, pour avoir un résultat, et ensuite le généraliser. Du coup, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire une récursion mutuelle entre gen et quoi et tipeur. Et donc, tipeur a besoin de unification qui lui-même a besoin de gen et quoi. Et gen et quoi va avoir besoin de tipeur. Et je vais demander au moment quand je veux générer les équations de ça, je vais typer carrément ce terme-là, jusqu'à obtenir un résultat de typage. Et le résultat de typage, je vais le généraliser. Et cette généralisation, c'est celle que je vais utiliser pour générer les équations du E2. Donc si vous regardez mon code, il doit y avoir dans le généralisateur d'équations, quand je suis dans un let, j'utilise le tipeur. Donc j'utilise carrément le tipeur depuis le générateur d'équations, ça me donne un résultat, et ensuite je généralise ce résultat. Puis là vous voyez c'est mon tipeur final, donc si jamais c'est expansif, je weak généralise, et si c'est non expansif, je fais une vraie généralisation, mais pour le moment on en est au tipeur de l'étape 2, on a juste besoin de généraliser une fois. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis je continuerai la semaine prochaine. Ah oui, mais ce sera pas vous, donc je continuerai à distance, je mettrai quand même les vidéos en ligne, l'explication du tipeur. Vous, pendant ce temps, vous trouvez le temps pour travailler votre tipeur, et vous essayez d'avancer, et Emmanuel vous grondera si la semaine prochaine en présentiel, vous n'avez pas assez avancé sur votre tipeur. Donc si vous avez des questions dans la semaine, que vous êtes bloqué, que vous avez besoin qu'on vous bootstrap quelque chose, ou que vous avez des questions sur qu'est-ce qu'il faut rendre, comment il faut le rendre, sous quel format, est-ce que vous pouvez prendre tel langage ou tel langage, écrivez-moi des mails, et j'essaierai d'y répondre. En attendant, je pense que c'est bien qu'il y ait une partie de l'évaluation supplémentaire qui soit pas sur du présentiel pour ce cours, vu les circonstances de cette année, et je pense que on vous mâche suffisamment le travail, avec Emmanuel qui vous présente en cours comment on fait un tipeur, et moi qui vous donne mon tipeur Go, que du coup vous pouvez vous contenter d'essayer de traduire uniquement dans un autre langage. Donc je pense que c'est pas trop compliqué techniquement, et il y a de la place pour faire des belles choses si vous êtes habitué du typage et que vous avez envie de faire des belles choses. Voilà. Bon, c'est pas évident pour moi de faire cet été sans vous voir, parce que je sais pas si vous êtes totalement perdu. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Ou à l'inverse, si j'avance trop lentement et que vous soupirez en me regardant faire des discussions par cas. Du coup, passez une bonne semaine. On se revoit dans 2 semaines ou plus tard, je sais plus c'est quand les vacances, pour faire autre chose. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions par mail. Au revoir.